Bonjour. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier? Parfait. Je vais redire quelques trucs similaires. Alors, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maxence Rodier, c'est écrit en taille 1, et je fais des vidéos ASMR. Ça, c'est ce qu'on pense au début. C'est ce qu'on me répond en fait. Ah, tu fais de l'ASMR. Bon. Et ça, c'est ce qu'on imagine quand on parle d'ASMR. C'est toutes ces vidéos de bruit de bouche devant un micro dans sa chambre. C'est bien dommage. Alors, qui pense que l'ASMR, c'est des sons, des bruits? Levez la main, ceux qui pensent que c'est ça. Ok, presque la moitié. Qui pense que l'ASMR, c'est une réaction du corps humain à un frisson particulier? Ok. J'ai posé cette question à ma communauté, donc on a 18 000 votes ASMR, on a 35% de gens qui pensent que ce sont des sons, et le reste qui pensent que ce sont des tingles, ça veut dire chatouillement en anglais en gros. Maintenant, je vais vous reposer une question. Qui pense que la réponse autonome du méridien sensoriel, c'est une réaction du corps humain? Qui pense que la réponse autonome du méridien sensoriel, c'est un type de design sonore, c'est des sons? Moi, ça me rassure. Donc, j'ai reposé cette question à ma communauté, 11 000 votes, 8% qui pensent que la réponse autonome du méridien sensoriel, c'est un type de design sonore, 92% qui pensent que c'est un frisson. Eh ben, c'était la même question, mes amis. On a juste écrit en toutes lettres ASMR, et là, on se rend compte que les mêmes gens, enfin je pense, qui ont répondu aux deux sondages à quelques jours d'intervalle, n'ont pas répondu la même chose. Et c'était la même question. Donc on va voir pourquoi. C'est un petit problème quand même. Alors, ASMR, ça signifie donc Autonomous Sensory Meridian Response, qui veut dire réponse autonome du méridien sensoriel, et ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. En fait, ça veut dire beaucoup de choses. Bienvenue. Alors, ça, c'est notre corps humain. À gauche, des pointillés. À droite, ça va être le monde extérieur. Si nous sommes normalement constitués, nous sommes dotés de 5 sens: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Et on va rajouter à ça l'aspect cognitif, c'est-à-dire que dès lors qu'on va mettre du sens sur ce que perçoivent nos sens, que ce soit inconsciemment ou consciemment, on va mettre ça dans la case cognitive. Maintenant, dans le monde extérieur, nous avons des stimuli. Par exemple, la lampe torche du médecin qui examine la rétine des yeux, le son des ciseaux chez le coiffeur, le gratte-gratte pour le crâne, pour se détendre. Ça fait un petit frisson, ça. L'odeur de la pâte à modeler Plaido et les madeleines, pour le goût. Petite référence, on verra tout à l'heure. Et pour l'aspect cognitif, on va rajouter, par exemple, quelqu'un qui vous pose des questions, qui s'intéresse à vous, tout ce qui est attention personnelle. Vous êtes chez le médecin, on vous demande votre nom, prénom, ou quelqu'un qui vous dessine le portrait, qui se concentre sur vous. Ça, ce sont des stimuli qui vont venir donc stimuler, par définition, l'un de vos sens, ou plusieurs, ou combinés entre eux, vont apporter une information cognitive, et ceci va déclencher dans votre corps ce qu'on appelle l'ASMR. C'est donc une réaction à quelque chose. Cette flèche qui va du haut du crâne jusqu'en bas du dos, c'est la zone dans laquelle on peut ressentir ce frisson. Donc ça peut être toute la zone, ça peut être une petite partie, etc. Le frisson en question, on va voir quel frisson c'est précisément, parce que c'est pas n'importe quel frisson. C'est un frisson particulièrement agréable qu'on définira un peu plus tard. Ensuite, j'ai rajouté les films, ça veut dire tous les produits audiovisuels, donc par exemple des vidéos sur YouTube, des scènes de films, des émissions télé, des publicités, etc. Ces productions audiovisuelles vont reproduire des expériences de la vie réelle.
Mais les expériences de la vie réelle à elles seules suffisent déjà à déclencher l'ASMR du corps du spectateur. Donc on voit déjà que l'ASMR, ce n'est pas quelque chose d'Internet, ce n'est pas des vidéos, c'est une réaction à quelque chose d'extérieur. Les films vont reproduire ces éléments. On va préciser un peu tout ça. Donc on a dit à gauche le corps, à droite le monde extérieur. Le terme ASMR, donc on disait, c'était pas assez précis. On appelle ça les tingles, donc chatouillement en français, c'est un frisson particulièrement agréable. Et le résultat de ce frisson, c'est une détente, la relaxation, etc. Et ça, on en fait ce qu'on veut. On peut s'en servir pour s'endormir, se déstresser ou se concentrer, même quand on fait du télétravail sur l'ordinateur. On peut se mettre une vidéo ASMR pour occuper un peu, tout comme on mettrait de la musique. Les stimuli, nous on appelle ça des triggers, ce sont des déclencheurs d'ASMR. Et ils sont propres à chacun. La liste que j'ai mis là, ce sont des petits exemples qui ne vont pas forcément vous déclencher votre ASMR. Moi j'adore le son des ciseaux, peut-être que c'est pas le cas pour d'autres. Le gratte-gratte sur le crâne, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas l'effet que ça fait. Donc ça, ce sont des exemples, chacun a ses propres déclencheurs. Sur Internet, sur YouTube, on va trouver donc des vidéos ASMR. Ce sont les vidéos qui ont pour but principal de déclencher l'ASMR du spectateur. Donc c'est sûrement ce dont vous avez entendu parler si vous avez entendu au moins une fois le terme ASMR. Les vidéos unintentional, ce sont toutes les autres vidéos qui n'ont pas été conçues dans le but premier de déclencher votre ASMR, mais qui vont le faire quand même. Donc moi, par exemple, mes vidéos unintentional ASMR, ça va être des tutos d'origami, où on entend le son du papier se plier, etc. Bon, la personne qui a créé la vidéo, elle ne comptait pas faire de vidéo ASMR, mais c'est mon unintentional. Pour vous, ça peut être plein d'autres choses, des unboxings, etc. Y a des scènes de films ou de séries qui vont déclencher l'ASMR du spectateur. Par exemple, on en verra tout à l'heure, mais Woody dans Toy Story 2 qui se fait réparer par le restaurateur, et bien d'autres, on verra tout à l'heure. On a des publicités qui jouent énormément sur la sensorialité. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que du coup, les films n'ont que la vue et l'ouïe. Ils ne peuvent pas jouer sur les autres sens. Donc, surtout les publicités vont compenser en jouant énormément sur la sensorialité. S'ils pouvaient mettre des odeurs, ils le feraient. Donc, on va avoir des gros plans sonores aussi, etc. Et des émissions télé. Par exemple, Bob Ross. Vous connaissez un petit peu Bob Ross, ce peintre des années 80 qui faisait une émission où il apprenait à peindre sur fond noir, dans le calme, avec le petit son feutré du micro-cravate. Il a une voix hyper assurante et on a le son des pinceaux, de la peinture, etc. Alors ce gros trait bien moche, c'est justement ce à quoi on pense la plupart du temps quand on dit « Ah, tu fais de l'ASMR ». C'est des vidéos qui, en fait, reproduisent des expériences de la vie réelle qui, à elles seules, suffisent à déclencher l'ASMR des gens par 2 des 5 sens. Et l'ASMR, ça s'arrête au frisson. Donc oui, les vidéos ASMR, c'est des bruits de bouche pour dormir. Bon, il y a un énorme raccourci. Il faut d'abord penser que on passe par ce chemin-là. Ensuite, l'ASMR sur Internet, ça existe depuis à peu près 12-14 ans. Donc en 12-14 ans, on a eu le temps de développer des techniques et du matériel spécialisé. Par exemple, on filme en point de vue, en caméra subjective, pour faire une immersion du spectateur. Toujours dans l'immersion sonore, cette fois, on a les micros binauraux, stéréo-binaural avec les petites oreilles, par exemple. Alors ça existait avant, bien sûr, mais ça s'est énormément développé depuis l'apparition de l'ASMR sur Internet. On a aussi, du coup, en 14 ans, expérimenté des milliers de déclencheurs pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc on sait aujourd'hui que le son des ciseaux chez le coiffeur, c'est souvent quelque chose qui plaît. Et d'ailleurs, en 1977, monsieur Murray Schafer, il y a plusieurs Schafer acousticiens,
Il disait en 77, « Il serait bon de savoir quels sons sont particulièrement agréables ou déplaisants pour les personnes de cultures différentes, car de tels catalogues que l'on pourrait appeler des romances ou phobies sonores ne seraient pas seulement d'une valeur inestimable dans la prise en compte du symbolisme sonore, mais pourraient évidemment donner de précieuses directives pour la conception de futurs paysages sonores. » Donc c'est dans Soundscape de Schaffer. Et ben ça c'était en 77. Nous, entre 2008 et aujourd'hui, on a expérimenté tous ces sons et on a ce catalogue maintenant de sons qui plaît. J'ai oublié ma télécommande. Et de sons qui plaît pas aussi. Du côté du corps humain, on a enfin depuis 2018 la preuve scientifique que le frisson lui-même existe. Donc c'est pas une légende, c'est pas un truc spirituel, c'est un vrai frisson. C'est une réaction physiologique qui a été mesurée directement. Donc ça, on en a la preuve. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est pourquoi. On ne sait pas pourquoi ce frisson existe, on ne sait pas comment le déclencher à coup sûr. Sinon là, pour le coup, je serais très riche. Et on a tous nos petites théories personnelles. J'en ai une, du coup, j'ai développée dans ce livre que vous ne pouvez pas trouver en librairie puisque je l'ai auto-édité sur Internet, mais vous pouvez le trouver, traité sur l'ASMR. Mais comme c'est juste des théories, je ne vais pas les présenter puisque ça n'a pas été prouvé. Donc ça, c'est le chemin qu'on a vu, auquel on pense en premier quand on parle de vidéo ASMR sur Internet, ou dans les articles de médias que vous trouverez. Ce chemin-là, c'est un chemin qu'on va étudier tout à l'heure. Comment est-ce que de la fiction au cinéma peut déclencher votre ASMR, et c'est ce vers quoi j'essaie de tendre dans mon contenu sur ma chaîne YouTube. Donc, l'ASMR, ce n'est pas du bruit, ce n'est pas des sons, ce ne sont pas des vidéos, ce n'est pas un produit d'Internet, c'est ce qui se passe dans votre corps. Donc ça existait bien avant Internet, évidemment. Donc, est-ce que l'ASMR est une mode, comme beaucoup de médias le disent? Je ne suis pas sûr. On va voir pourquoi. Voici une courbe des mots-clés, du mot-clé ASMR, le volume de recherche sur Google, entre janvier 2007 et une case mal écrite, aujourd'hui. Donc en 15 ans, alors ça peut commencer tout de suite, on verra après, le volume de recherche du mot-clé ASMR ne fait qu'augmenter. Je ne connais pas de mode qui dure autant d'années. Là où ça a commencé à stabiliser, ça fait à peu près 4 ans du coup. Une mode qui dure 4 ans comme ça, par exemple la tectonique, pas la tectonique des plaques. Là pour le coup c'est des millions d'années. Là, voilà, ça c'est une mode typiquement qui dure une année scolaire et qui s'écroule après. Ça marche avec toutes sortes de modes. Ça, c'est un autre mot-clé, la musculation. Ça, pour le coup, c'est pas du tout un sujet de mode, on en parlera toujours, on en a toujours parlé avant. Il y a des mini-modes au sein d'une année. Le petit pic vers le bas, c'est le mois de décembre, j'ai vérifié, quand tout le monde mange de la raclette. Et ça remonte, il y a une mode en fait entre février et le mois de septembre pour le summer body. Et le gros pic là-bas, c'est le Covid. Tout le monde s'est mis à faire de la muscu. Mais globalement, c'est pas une mode. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot-clé ASMR est presque autant recherché maintenant qu'un sujet qui est déjà établi depuis très très longtemps. Donc ce n'est pas une mode. Petit historique, juste pour information. Octobre 2017, donc sur Internet, nous avons la première évocation de cette sensation sur un sujet, un topic de forum de santé qui s'appelle Steady. Le topic s'appelle Weird Sensation Feel Good, ça veut dire une sensation étrange qui fait du bien. Bon, c'est déjà plus précis que le mot-clé ASMR. Parce que dans ASMR, on ne sait pas si ça fait du bien, si c'est bizarre ou pas. Donc en 2010, on a créé ce mot-clé ASMR. Enfin, Jennifer Ellen l'a fait. Et depuis, on utilise ce terme-là. En mai 2014, j'ai créé ma chaîne YouTube, la meilleure chaîne YouTube du monde. Après, je ne connais pas tout le monde dans le monde, mais à mon avis, oui. Et en juin 2018, cette fameuse première étude scientifique
qui a prouvé l'existence de l'ASMR. Et on va la détailler tout à l'heure. Donc, l'ASMR n'est pas une mode et ce n'est pas non plus un contenu de niche. J'entends aussi beaucoup cette idée-là. On a vu que c'était autant recherché que la musculation. La musculation n'est pas un contenu de niche. Tout le monde peut être concerné. Et on verra aussi pourquoi. Il y a un autre sondage qui a été mené dans le monde entier pour savoir qui regarde les vidéos ASMR. Et on ne pourra pas dire que c'est un contenu de niche. Alors, quel frisson, du coup? Parce qu'il y a plusieurs frissons. Petite image subliminale. Voici une page d'un livre, dont je vais mettre la source après. Je vais vous lire un extrait. Vous allez sûrement reconnaître. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Est-ce que vous avez reconnu ce passage? Proust, bravo. Exactement. Écrit entre 1906 et 1922, donc c'était il y a exactement 100 ans. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, la première fois qu'il a rédigé ce passage, c'était en 1907, et il l'a réécrit plusieurs fois, jusqu'en 1922. Et aujourd'hui sur Internet, la première fois qu'on a parlé de l'ASMR, c'était en 2007. Et aujourd'hui, on est en 2022. Donc peut-être que dans 100 ans encore, on aura enfin de nouvelles informations en 2107 et 2108. 122. Alors on va rajouter du coup que cette sensation, peut-être, on n'est pas dans la tête du personnage, mais il l'aurait ressenti du haut du crâne jusqu'en bas du dos, le long de la moelle épinière. Et les 3 dernières questions, d'où venait-elle, que signifiait-elle, où l'appréhender? Ça, on ne sait toujours pas aujourd'hui. Donc je compte sur 2107 pour trouver la réponse. Alors, ça, c'est la fameuse étude publiée qui a été menée à l'université de Sheffield, publiée le 20 juin 2018. Alors, on a étudié 2 groupes de gens. Un premier groupe chez eux pour avoir avec un maximum de gens et surtout un rapport personnel. Et un deuxième groupe de gens en laboratoire où on a pu mesurer des constantes. Par exemple, je vais trop vite. On leur a fait regarder des vidéos ASMR en même temps, évidemment. On a mesuré une baisse du rythme cardiaque et surtout une augmentation de la conductance cutanée, c'est-à-dire littéralement un signal électrique, donc un frisson. Donc il existe, il est là. Et pas de piloérection a priori, c'est-à-dire la chair de poule. Donc si vous pensez avoir ressenti l'ASMR parce que vous avez eu la chair de poule, peut-être que c'est lié, mais ce n'est peut-être pas ça. C'est pas ce qui a été observé. Donc ça s'appelle l'ASMR. Les tingles, c'est le fameux chatouillement, qui n'est pas à confondre du coup avec le frisson esthétique. Plein de gens confondent ces 2 frissons. Alors le frisson esthétique, on le ressent le plus souvent en écoutant de la musique, par exemple, qu'on appelle le musical frisson. Mais ça peut être aussi quand vous vous retrouvez face à une œuvre d'art qui vous touche ou autre. C'est un frisson qui parcourt tout le corps et qui n'est pas forcément agréable comparé au frisson ASMR. Cette fois, on a une augmentation du rythme cardiaque. On a toujours une augmentation de la conductance cutanée puisque c'est un frisson. Et cette fois, on a la chair de poule. Ce frisson esthétique, il a déjà été étudié et établi depuis les années 80-90. Et cette étude a permis de les différencier. Donc, le résultat
La conséquence du frisson ASMR, c'est une relaxation, tandis que celui du frisson esthétique, c'est une excitation. Ce qui déclenche le plus facilement l'ASMR, ça va être des déclencheurs de l'ordre de l'intimité personnelle, individuelle. La bulle d'intimité, c'est une zone autour de vous, quand vous tendez le bras. Ça, c'est la bulle d'intimité. Si quelqu'un rentre dedans, il rentre dans la bulle d'intimité. Donc, c'est ce qu'on voit souvent dans les vidéos ASMR. On est très proche de la caméra. Ce qui va déclencher le frisson esthétique, c'est d'ordre épique, le plus souvent, grandiose, quelque chose qui nous dépasse ou qui résonne avec plusieurs gens. Par exemple, si vous êtes là, vous aimez peut-être Star Wars, ça peut arriver qu'en écoutant la musique Duel of the Fates, le combat entre Obi-Wan et Dark Maul, ça peut vous faire un frisson avec la chair de poule. Quand vous êtes dans un stade de foot et que tout le monde chante la Marseillaise en même temps, vous pouvez avoir ce frisson d'ordre épique. Donc ce n'est pas la même chose que le frisson ASMR. Voilà le frisson. Alors c'était des vidéos qu'on ne pourra pas vous montrer, mais vous pouvez les trouver. C'est une vidéo d'écoute en direct d'une musique classique. Alors elle dure 2 minutes, c'est le fameux crescendo. Et on voit en direct la chair de poule selon les passages. Les moments où ça se calme, les poils rebaissent. Quand la musique repart, les poils remontent. C'est assez drôle. Donc ça, ce n'est pas le frisson ASMR. Donc voilà le bilan de l'étude. C'est qu'on a bien distingué le frisson esthétique du frisson ASMR. Et on a pour la première fois une preuve que le frisson ASMR existe. Alors, l'ASMR, ce n'est pas donc le frisson esthétique. Et puisque l'ASMR, c'est une réaction agréable par définition. Rire, par exemple, c'est une réaction agréable en général, sauf si c'est question de guilly. C'est une réaction plaisante. Donc vous ne pouvez pas dire j'aime pas rire. C'est pas possible. Peut-être que c'est possible. Donc, par analogie, vous ne pouvez a priori pas dire j'aime pas l'ASMR. En fait, quand on dit j'aime pas l'ASMR, on fait référence au contenu. On fait la métonymie directement de la réaction au contenu. On parle du contenu. Le problème de cette métonymie, c'est par exemple le sondage qu'on a fait tout à l'heure. Quand on dit juste le mot-clé ASMR, voilà, on ne sait pas. C'est juste 4 lettres, en fin de compte, la plupart des gens ne vont pas chercher ce que ça signifie. Pourtant, quand on écrit ces 4 lettres en entier, ah oui, voilà. Donc le contenu devient réaction et inversement. Alors là, c'était pas très grave, c'est un sondage que j'ai fait pour moi. Là, c'est un sondage un peu officiel, publié par la plateforme Deezer de musique. Cette plateforme a donc interrogé 12 000 personnes dans 6 pays pour savoir si quoi. C'est là le problème. On nous donne d'abord une définition de l'ASMR qui correspond à la réaction sensorielle que certaines personnes ressentent. Donc là, c'est bon, on a la bonne définition de l'ASMR. L'ASMR égale une réaction. Alors maintenant, ça, c'était les seules choses qui vont bien dans cet article. Qu'est-ce qui ne va pas? L'ASMR a une tendance qui dure. Une tendance qui dure, c'est une oxymore. Hein. Ça n'existe pas. Finalement, l'ASMR, c'est une réaction à certains sons ou voix. Donc on a éliminé les 4 autres sens complètement, ce qui est dommage. Ça, c'est le moins grave dans l'article. C'est pas très grave. Par contre, juste après, le service de streaming a souhaité analyser les effets de ce contenu sensationnel. Donc là, on est passé de la réaction au contenu. D'accord. À quel moment on a fait la transition? On ne sait pas. Du coup, qu'est-ce qui a été demandé aux gens? Est-ce que ce qui a été demandé, c'est est-ce que vous ressentez l'ASMR ou est-ce que vous regardez des vidéos qui déclenchent l'ASMR? Maintenant, on écoute le contenu qui était en fait à la base une réaction. On ne peut pas écouter un frisson du corps humain. Il faut savoir, soit l'ASMR c'est une réaction, soit c'est un contenu qui déclenche une réaction. Bon.
Donc on a 56% de gens dans le monde. Est-ce que c'est un contenu de niche quand plus de la moitié du monde regarde la même chose? Du coup, non. S'engage avec ce type de contenu. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire aussi? On ne sait pas, puisque, a priori, dans les gens qui regardent l'ASMR, il y a des gens qui détestent l'ASMR, qui sont pris en compte dans le résultat. Bon, c'est très bizarre. Et alors, j'espère que ça va marcher. Le même article rédigé en anglais, donc probablement la version originale de l'article, ce 56% se transforme en 63%. Voilà, c'est la même phrase, hein, si vous regardez. On ne sait pas pourquoi, donc je soupçonne que les 7% des gens qui détestent l'ASMR ont été additionnés aux 56%, ce qui donne 63% de gens qui regardent de l'ASMR, dont une partie qui déteste. C'est bizarre. Donc là, on ne sait plus du tout. Voilà. Le problème de la métonymie, c'est qu'on ne sait plus ce qu'on étudie. Il faut faire attention avec les mots. Ça, c'était le problème du côté des consommateurs. Le problème du côté des créateurs, c'est que tout le monde fait un peu la même chose, du coup. Puisque ils regardent... Enfin, ça n'empêche pas de déclencher la SMR des gens, bien évidemment. Mais certains qui vont se dire « Oh, c'est sympa, ça ne demande pas beaucoup de matériel et tout », vont faire la même chose que ce qu'ils ont vu, et de fil en aiguille, on va avoir énormément de chaînes un peu copier-coller qui se ressemblent. C'est un petit peu dommage. Et du coup, on arrive à « Ah bah, tu fais de la SMR, tu fais ça. Tu fais des bruits de bouche devant un micro, parce que tout le monde le fait. » Donc, la SMR, ça ne se fait pas. On peut déclencher la SMR des gens, oui. Alors, j'ai essayé de faire des films ASMR pour endormir. Vous êtes déjà tous endormis devant un film classique. Et bien là, quand on fait un film pour s'endormir, finalement, ça ne marche pas. C'est dommage. Mais, en même temps, c'est pas faux, parce que si on regarde ce chemin-là, on n'est pas encore dans l'endormissement. Encore une histoire de métonymie. Ah, tu fais des vidéos qui servent à dormir? Non, je fais des vidéos simplement qui déclenchent la SMR. Après, on en fait ce qu'on veut. Donc, c'était simplement pour rappeler que si on veut faire un film ASMR, c'est ce que j'essaie de faire, on ne va pas dire que c'est des films pour s'endormir, on va dire que c'est des films dont la fonction principale serait de déclencher la SMR du spectateur. Alors, là, on rentre dans l'innovation, c'est ce que j'essaie de créer sur ma chaîne YouTube. Ce qui constitue une vidéo ASMR, ce sont donc des déclencheurs, qu'on a vu qui sont multiples, principalement audio et visuel. Une intrigue simple, parce que si vous avez un casse-tête, une enquête ultra compliquée, on va se concentrer dessus. Et là, pour le coup, si on veut s'endormir, c'est plus compliqué. Et ce sont des actions propices à la détente. Vous n'aurez pas d'explosion, de choses comme ça. Maintenant, ce qui constitue un film, c'est une mise en scène. On va préciser tout ça un petit peu juste après. Il faut quand même raconter une histoire, parce que 30 minutes d'unboxing d'un objet, on ne raconte pas vraiment d'histoire. Donc il va falloir à chaque fois connecter les deux. Et on a des péripéties qui ne sont pas forcément propices à la détente. Donc l'idée de faire un film ASMR, c'est d'arriver à avoir tout ça en même temps. Donc les déclencheurs vont jouer sur le design sonore, les déclencheurs visuels et cognitifs. Implication du spectateur, la plupart des vidéos, ce sont des roleplays où on parle à la caméra, on parle au spectateur, chose que vous avez rarement dans un film. Mais vous avez quand même dans un film énormément de choses à prendre en compte pour la mise en scène, le jeu d'acteurs, les décors, les costumes, les accessoires, etc. Que vous avez rarement dans des vidéos ASMR. Intrigue simple, donc comme je disais, ça peut être 30 minutes d'une action unique, comme un déballage, etc. Dans un film, il faut raconter une histoire avec au moins un personnage, ses objectifs, traditionnellement une structure en 3 actes. Bon, tout ça dans une vidéo ASMR, c'est compliqué. Et donc propice à la détente, pas d'enjeux stressants, contrairement à des films où vous avez toujours, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un petit peu d'enjeux stressants, pas de scènes bruyantes, etc. Et dans un film, il faut donc que le personnage rencontre des obstacles pour arriver à son objectif. Ce sont dans différents lieux. Alors je parle bien sûr en général. Il y a des huis clos, il y a des vidéos sans obstacles,
enfin des films pardon, sans obstacle. Et il faut un montage. Je ne l'ai pas beaucoup dit, mais dans les vidéos ASMR en général, ce sont des plans séquences, ce qui peut aussi faire l'objet d'un film. Alors, quelle est cette chose? Ah oui, j'ai pas fait l'animation, parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc on va tous les mettre. Voici différentes productions audiovisuelles, donc de la vidéo ASMR sur YouTube, en partant du haut à gauche, puis vers la droite et ensuite en bas, au film ASMR. Donc je ne dis pas que ma vidéo là-bas c'est un film ASMR, c'est ce qui s'en rapproche un peu, mais on n'est pas encore, ça n'existe pas encore de film ASMR. Alors j'avais des extraits que je ne pourrais pas vous montrer, mais soit je vous raconte, soit je pense que la plupart des gens l'ont vu. Donc cette première vidéo ASMR de massage ASMR, qui est une vidéo simple d'affirmation positive sur fond noir, c'est une sorte d'hypnose, voilà. Il n'y a pas... Donc il y a des déclencheurs, une intrigue simple, voire inexistante, puisque c'est juste des phrases pour se rassurer. C'est très propice à la détente. En mise en scène, je l'ai mis un peu plus clair parce qu'il y a quand même une mise en scène, on a quand même un choix de lumière, de point de vue, etc. Mais hormis ça, il y a quasiment pas de mise en scène. Et bien sûr, on ne raconte pas d'histoire, on n'a pas de péripéties. Maintenant, on a ce court-métrage, du coup, je ne pourrais pas vous montrer, qui ressemble un peu au roleplay ASMR, sauf que c'est de la fiction. Ça dure 16 minutes, je crois. On a des déclencheurs au début, puisqu'on a des sortes d'affirmations positives. En fait, c'est un monsieur qui valide les tickets de parking aux visiteurs. Et en même temps qu'il valide leurs tickets, il valide les gens eux-mêmes en leur disant « Waouh, t'es super beau » et tout. Il a une voix très rassurante, etc. Donc on a ce côté déclencheur, mais limité. Parce qu'on a juste une voix, il y a quand même du bruit autour. L'intrigue est relativement simple, je vous l'ai raconté en 5 secondes. Par contre, ce n'est pas propice à la détente parce que cette partie-là dure 2 minutes dans le film et les 14 autres minutes sont compromises par la dramaturgie. Il arrive quelque chose au monsieur, donc tous les clients vont être déçus et ça devient stressant. Et bien sûr, c'est un court-métrage de fiction, donc on a de la mise en scène, on nous raconte une histoire et il y a quelques péripéties. Je l'ai mis en clair parce que ça reste un court-métrage, on n'est pas développé autant qu'un long. Ça, c'est un film de stop motion que vous pouvez trouver sur YouTube, qui a fait 500 millions de vues et qui était le plus court métrage jamais nominé aux Oscars. Il dure 1 minute 30, je crois. Et donc, en fait, c'est quelqu'un, on ne voit pas son visage, qui prépare du guacamole avec des objets qui vont remplacer les vrais ingrédients. Donc, par exemple, vous avez un avocat qui est une grenade qu'on explose, qui coupe avec un couteau, le noyau c'est une boule de billard, etc. Et c'est tout en stop motion, avec lequel on a un design sonore qui est délicieux. Donc on a des déclencheurs, ça c'est sûr. On a une intrigue très simple, puisque c'est simplement quelqu'un qui prépare un plat de guacamole. Et c'est propice à la détente, il n'y a aucune péripétie stressante, etc. Il y a une mise en scène, puisque ça reste un métrage de fiction avec des choix de plans, de profondeur de champ, de design sonore, etc. Par contre, on ne nous raconte pas vraiment d'histoire, si ce n'est juste préparer un plat du guacamole. Et il n'y a aucune péripétie. Le résultat, c'est 1 minute 30 de métrage. Faire un long métrage comme ça, sans histoire, bon, ça devient lassant. Mais c'est possible. Là, on va passer sur des extraits de films, cette fois-ci, qu'il va falloir remettre un petit peu dans le contexte. Alors, désolé à chaque fois pour les extraits que je n'ai pas pu diffuser. Si vous vous souvenez donc de Woody qui se fait réparer par le restaurateur dans Toy Story, qui est une scène très appréciée par les gens qui regardent les vidéos ASMR, on a des déclencheurs, on a énormément de design sonore, on va avoir tout le dépliage de la boîte à outils, les petits tiroirs, les objets à l'intérieur, les lunettes avec les petites loupes, on a le pinceau, on a énormément d'outils. Par contre, intrigue simple, bah non, parce que le film en lui-même, il est complexe, on a une vraie histoire, avec des péripéties. Alors c'est lequel, le 2 ? Oui, juste avant cette scène, on a tous les jouets qui traversent un boulevard avec un énorme camion qui renverse des trucs de construction, donc c'est une scène très stressante. Et juste après, on passe à ça. Donc non, le film en lui-même n'est pas propice à la détente.
à part rire. Par contre, donc, il y a une mise en scène, on nous raconte une histoire, puisque c'est l'histoire histoire de jouet, littéralement, en québécois. Et on a des péripéties, oui, mais qui sont donc stressantes. Donc, d'accord, cette scène peut déclencher l'ASMR, mais c'est 1 minute 30 dans 1h30 de film. Bonjour. Autre chose à dire, c'est donc que cette scène qui dure plus longtemps, je crois qu'1 minute 30, c'est une vraie pause dans le récit et elle n'est en soi pas du tout indispensable à l'histoire, si ce n'est qu'il doit juste se faire recoudre le bras. Sauf que dans cette scène, il ne se fait pas juste recoudre le bras, il se fait revernir les yeux, les cheveux, il se fait tout pomponner. C'est vraiment un délice, c'est une pause charnelle et ça ne sert pas plus au récit que ça. Alors que d'autres scènes qu'on verra juste après, par exemple Harry Potter dans le 1 qui va chez Ollivander pour acheter sa première baguette. Ça, c'est une scène que plein de gens aussi aiment bien parce que c'est hyper rassurant. Cette scène se trouve juste après une scène au chemin de traverse dans une rue très étroite, bruyante, où c'est saturé de déclencheurs, d'informations visuelles. Il y a plein de gens, du bruit. Donc ça permet de faire une petite pause pour le coup. Une pause dans le récit, mais qui est indispensable à l'histoire cette fois, puisque il va acheter sa première baguette. On apprend que la baguette, elle est liée à celle de Voldemort. Donc c'est une scène, on ne peut pas du tout faire l'impasse. Contrairement à celle de Woody, qui dure 2 minutes, où on se fait revernir. Là, c'est pour le plaisir. Là, c'est hyper important. Donc on a quelques déclencheurs. L'intrigue n'est pas simple. Harry Potter, c'est pas simple. Ce n'est pas propice à la détente, pour le coup. Là, je parle du film en entier. Et par contre, on a une mise en scène, on raconte une histoire très complexe et les péripéties ne sont pas propices à la détente. Il y a des combats, il y a des morts, enfin bref. Et on verra aussi quelque chose de récurrent, c'est qu'on a souvent une figure infantile face à un vieillard un peu expert dans son domaine. Juste avant, si je reviens, c'est un très très vieux monsieur qui répare Woody, qui est la figure infantile. Là, on a un très très vieux monsieur qui va vendre à Harry Potter sa première baguette. Django Unchained, vous vous souvenez de ce passage, si vous l'avez vu, où le chasseur de primes sert une bonne bière dans un saloon désert. Il y a des gros plans sur la bière avec la mousse qui coule, la lumière du soleil qui traverse, etc. Encore une pause dans le récit, parce que juste avant, il traverse un village où les gens ont tous des fusils, puisque c'est la première fois qu'ils voient un noir esclave qui n'est plus esclave. Et juste après cette scène, il y a littéralement le marshal qui se fait tuer. Donc c'est vraiment une pause dans le récit. On a encore une fois une figure infantile, entre guillemets, puisque vu qu'il est libre pour la première fois, il va découvrir plein de choses pour la première fois. Il goûte à la bière pour la première fois, et c'est la figure un peu plus âgée, experte, qui lui sert la bière avec des gestes effectué à la perfection. Donc on a des déclencheurs. Sauf que l'intrigue de Django Unchained n'est pas simple du tout. Est-ce que le film est propice à la détente? Je ne suis pas sûr, surtout quand on voit comment ça se termine. Il y a forcément énormément de mise en scène. On nous raconte une histoire. Il y a des péripéties, mais qui ne pourront pas forcément déclencher la ASMR. Le but de créer un film ASMR, ça va être d'avoir le maximum de ces petites scènes dans le film. Là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, toutes les scènes, c'est les seules qu'il y a qui pourraient déclencher la ASMR sur 1h30, 2 heures de film. Alors que là, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mon film préféré, on a plein de scènes comme ça, plein de petits délices. Et si vous vous souvenez bien au début, on a André Dussolier, la voix off, qui nous dit elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Briser la croûte de la crème brûlée avec la petite cuillère. Plonger sa main dans un sac de grains. Là, on a littéralement des expériences ASMR qui même sont déclenchées par tous les sens. Donc on a plein de déclencheurs. Et si vous vous souvenez, dans ce film, les 3/4 du temps, si vous faites attention, les dialogues sont chuchotés ou voix basse, comme dans les vidéos ASMR. L'intrigue est plutôt simple, c'est une femme qui veut faire le bonheur autour d'elle. Donc les obstacles sont plutôt rares, on va dire. C'est plutôt une sorte de chasse au trésor, en fait. C'est un film propice à la détente.
parce qu'il n'y a pas de situation stressante, il n'y a pas d'enjeu de vie ou de mort comme dans presque tous les films qu'on a vus avant. C'est littéralement quelqu'un qui veut faire le bonheur autour d'elle. Mais il y a quand même des scènes un peu bruyantes, etc. Donc forcément, ce ne sera pas un film ASMR. Jean-Pierre Jeunet ne l'a pas fait en se disant « Tiens, je vais faire un film ASMR ». Même si c'est peut-être ce qu'il avait un petit peu dans la tête. Il y a une mise en scène, on nous raconte une histoire, et il y a quand même des péripéties, mais qui sont plus de l'ordre de la chasse au trésor, où on va essayer de trouver des gens, des objets, l'origine des choses. Alors, donc, ça c'est mon contenu sur ma chaîne YouTube. Enfin, c'est une partie. Là, vous avez des scènes de films, comme Harry Potter par exemple, pas la même que tout à l'heure, qu'on aime bien parce que ça va déclencher la l'ASMR des gens, mais comme c'est dans un film qui lui-même est stressant, enjeu de vie ou de mort et tout, et ben, je vais juste sortir la scène et je vais l'étendre, je vais la reproduire, je vais essayer de l'imiter et de l'étendre sur 30 minutes. Donc par exemple, Harry Potter qui écrit dans le journal de Tom Jedusor, on a le son de la plume qui écrit sur le papier, je crois qu'il y a un petit feu de cheminée à côté. Cette scène-là, je l'ai étendue pendant 30 minutes. Titanic, le dessin de Jack qui dessine Rose, ça dure 1 minute 30, 2 minutes dans le film. J'ai essayé de le faire en version 30 minutes. Et il y a un petit effet de réel aussi, puisque le dessin, on imagine qu'il a probablement duré 30 minutes aussi dans la vie réelle. Donc là, il n'y a pas d'ellipse, on a une sensation de réel, l'immersion est meilleure. Alors après, j'ai imaginé des scènes, etc. Tiens, Edouard Main d'Argent aussi, celle-là, je l'ai étendue au maximum. Tellement que j'étais tartiné de maquillage à la fin. Donc, on va faire la même analyse de mes propres vidéos. Donc, on a des déclencheurs, forcément, parce qu'on a éliminé tout le reste. L'intrigue est simple. Écrire dans un cahier, surveiller Poudlard avec la carte du maraudeur, se faire maquiller. C'est toujours des actions simples et tendues sur 30 minutes. Propice à la détente, évidemment. Les niveaux sont faits de sorte que ça ne surprenne pas le spectateur. Il y a de la mise en scène cette fois-ci, puisque j'ai fait attention à reproduire l'éclairage, le point de vue caméra, le design sonore, les costumes, les décors, la composition, etc. Le jeu d'acteur aussi. Oh, pardon. Mais du coup, ça ne raconte pas d'histoire. Puisque c'est une action simple étendue en 30 minutes, bah, ça ne raconte plus d'histoire, donc c'est là qu'on voit les limites. Et donc, il n'y a pas de péripéties. L'idée, ça va être d'avoir tous les éléments à la fois. Donc là, ça, c'est mon autre contenu qui, cette fois, est original. Donc, j'ai inventé un Tingle Village, qui est donc un village imaginaire où j'ai créé plein de personnages qui ont chacun un métier qu'on trouverait dans un village. Donc, on a un tailleur, un docteur, un coiffeur, un parfumeur, un dealer, ça compte aussi, etc. Et il va y avoir des micro-intrigues dans ces épisodes. Il y a 13 épisodes du Tingle Tailor, peut-être autant du docteur et tout. Et on va avoir des intrigues où ces personnages sont interconnectés, comme une série. Certains vont rendre visite à d'autres. Et il va y avoir des petites histoires que j'aimerais développer plus. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'intrigues, mais il y a toujours un fil conducteur. D'ailleurs, on voit que lui, là-bas, c'est lui qui rend visite à madame pour négocier un truc en or, par exemple, qu'on va retrouver dans un autre épisode. Et donc ça, c'est l'intro du Tingle Tailor, simplement pour vous montrer à quoi ça pourrait correspondre.
Voilà, ça c'était donc l'introduction d'une de mes vidéos. Ensuite, il y a 30 minutes de roleplay en plan subjectif, comme on voit sur l'image en fait. L'idée, ce serait de faire durer ça sur 1h30, tout en racontant une histoire. Le problème, c'est que bon, dans ce que vous avez vu, on a une intrigue simple, ça c'est sûr. Quelqu'un qui est dans sa routine de travail. Mais raconter l'histoire, ça va se faire dans le roleplay. Là, c'est moi qui joue, parce que c'est plus pratique pour moi, en fait. Donc, l'histoire de figure infantile face à quelqu'un d'expert plus âgé, il faudrait que je trouve des comédiens plus âgés, tout simplement. Comme quand on fait un film. On fait un casting. Pas de péripéties non plus, si ce n'est vous êtes, quand vous regardez la vidéo, un client qui va s'acheter des vêtements et on s'occupe de vous, quoi. Donc, les thèmes de prédilection, ce sont des pistes à explorer pour faire un film ASMR, donc qui regroupe les deux éléments qu'on a. C'est donc le thème de l'enfance, comme on l'a vu. Aussi parce que le frisson ASMR, je ne l'ai pas dit, mais moi personnellement, je l'ai ressenti depuis que je suis à l'école primaire, depuis que je suis tout petit, quelqu'un qui fouille dans sa trousse à côté de moi, quelqu'un qui colorie quand on a 6 ans. Donc c'est toujours dans le thème de l'enfance. Et ça fait partie de ma théorie que je n'ai pas développée, qui était dans les explications du déclenchement de la l'ASMR. Le thème de la chasse au trésor, un peu comme dans Amélie Poulain, où pour le coup, c'est plein de petites chasses au trésor, parce que ce qui est bien dans le thème de la chasse au trésor, c'est que vous pouvez faire des obstacles et des péripéties qui ne sont pas stressantes. Bon, Indiana Jones, par exemple, ça peut être stressant, mais dans Amélie Poulain, c'est une chasse un peu urbaine, simplement. Et on est souvent sur tout ce qui va être manuel, manufacture, travaux avec des outils, fabrication d'objets, réparation d'objets comme Woody. Parce que aussi on voit des gens qui ont l'habitude de faire leur métier depuis longtemps. Et là, l'aspect cognitif, on va voir quelqu'un réaliser une tâche avec expertise, c'est un très bon déclencheur ASMR. Et donc quand vous avez tout ça ensemble, si on arrive à faire un film un jour, est-ce qu'on appellerait ça un nouveau genre cinématographique qui a ses propres codes? Pour que ce soit le nouveau genre de quelque chose, il faut que ça ait ses propres codes. Là, on a nos propres codes à respecter qui sont assez stricts. Donc, on peut dire que si un jour quelqu'un fait un film ASMR, ça serait un nouveau genre. Et c'est ce que j'aimerais bien faire. Voilà. Donc ça, c'est mon livre sur l'ASMR, où je parle de l'ASMR comme nouvelle forme d'expression audiovisuelle. Donc je développe toutes les pistes que vous avez vues, encore plus en détail, surtout le côté design sonore avec l'écoute réduite, l'écoute causale, l'écoute sémantique, toutes ces choses qu'on pourrait développer pendant des heures. Et voilà, je crois que c'est bon. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui ? Oui. Et oui. Alors la vidéo... Ouais. La vidéo Mission Cléopâtre, si on remet juste la miniature avant... Hop là. Ah. Donc c'était celle-là.
où j'ai invité tous mes collègues ASMR artistes, qui est la contraction de ASMR Artist, et Benjamin Lebzinski, qui est psychothérapeute. On a refait une parodie. Donc là, c'est une parodie. Le but, c'est quand même de faire rire à la base. Donc on se détend toujours. On est toujours dans la détente par le rire et le fait que tout le monde chuchote. Il y a des scènes allongées, pareil, pendant 3 minutes où c'est juste le son du sable dans le désert, des choses comme ça. Et le problème, c'est que déjà, l'histoire, je ne l'ai pas écrite. Je l'ai reprise et réadaptée. Et c'est un peu, comment dire, beaucoup de gens me parlent de cette vidéo, mais pour moi, je la trouve beaucoup moins, comment dire, plus carton-pâte que les autres où je fais des énormes décors et tout. Là, ça fait vraiment le fond derrière. On voit les micros. Des fois, je fais exprès de montrer les micros parce que ces gens, l'histoire de ce n'est pas de construire un palais pour Cléopâtre, c'est de tourner une vidéo ASMR pour Cléopâtre. Donc, des fois, on voit les micros, etc. D'autres questions? Est-ce que j'ai convaincu tout le monde? Est-ce que l'ASMR, c'est des bruits? Oui. Alors, combien de temps il faut pour faire une vidéo pour laquelle? Alors, Mission Cléopâtre, c'était la plus longue, puisque du coup, il y avait plusieurs gens à mettre ensemble. À chaque fois, sinon, je suis tout seul et je fais tout seul. Prépa, tournage, post-prod, je fais tout seul. Donc là, il y avait, je crois, 2 mois de prépa, 10 jours de tournage en tout, parce qu'il a fallu se déplacer aussi chez les autres, et 80 heures de montage, puisque pour le coup, il y a 3-4 valeurs de plan par séquence. Il y a 20 séquences du film que j'ai refaites, et la vidéo dure 45 minutes, mais c'est comme 45 minutes de fiction, quoi. Vous avez des cuts toutes les 3 secondes. Donc on va dire 3 mois. Ah mais oui, parce que c'était l'idée c'était pas de faire un palais en 3 mois, mais de faire une vidéo en 3 mois. Donc je l'ai faite pas en 3 mois parce que j'ai commencé à m'y mettre au bout du premier mois. Quelqu'un m'avait dit « Ah, ça serait bien que tu fasses Mission Cléopâtre » en commentaire. Je lui ai dit « Avec combien de temps de retard ?» Comme dans le film. Et il m'a dit « Tu as 3 mois ». Et donc j'ai littéralement essayé de sortir la vidéo. Je l'ai sortie 3 mois jour pour jour, top chronos, après le commentaire. Mais le premier mois, j'ai rien foutu. Donc en fait, je l'ai faite en 2 mois, c'est ça. Mais sinon, ça peut prendre entre 1 semaine, 10 jours. Et je fais aussi des vidéos très simples pour les gens qui n'aiment pas forcément toutes les mises en scène, où c'est juste moi qui explore des objets. Et ça peut mettre 1 journée à faire, simplement. C'est variable. D'autres questions? Oui. Comment est-ce que vous expliquez le contraste entre le succès, enfin votre succès, bravo, et puis merci, général de l'ASMR sur Internet, la réalité d'un phénomène de société et le déni à la fois médiatique, collectif, il n'y a même pas de mot en français. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment j'ai parlé d'érotisme, d'orgasme cérébral, de tout ce qui est en rapport avec le sexe, parce que ça, c'est ce que font tous les médias. Ils aiment bien rapporter ce genre de... Enfin, alors pas ça, parce que du coup, là, ils se disent « Ah, mais par exemple, toutes les vidéos devant un micro où on fait des bruits de bouche, la plupart des journalistes aiment bien parler d'orgasme cérébral, de tout ce qui est érotique. » Mais oui, mais parce qu'on est dans la bulle d'intimité, on touche à un frisson personnel, et du coup, dès que c'est personnel, les gens disent « Ah ouais, j'aime pas ton truc là », alors qu'après, ils vont se faire masser par le petit crâne. Donc, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis là. Hein. C'est pour vous montrer que l'ASMR, ce ne sont pas que des vidéos qu'on pense que c'est. Et puis, Proust en parlait déjà il y a 100 ans, et on en a pas fait tout un plat. Ce qui est dommage. D'autres questions? Oui. La mise en scène, en fait, c'est un truc qui prend un peu plus de temps, d'argent peut-être pour les assembler. Oui, j'aime bien prendre mon temps en termes de... En fait, j'aime bien, par exemple, je fais plein de vide-greniers, de brocantes pour trouver plein d'accessoires, que ce soit dans le but de faire une vidéo précise ou dans le but de trouver l'inspiration.
Donc je peux pendant 3 mois accumuler plein de trucs. Par exemple, pour le Tingle Tailor, je crois, c'était juste après. Celui que vous avez vu, la vidéo. Pendant 2-3 mois, je crois que j'ai accumulé plein d'objets dans le thème de la couture. Et quand je me sentais prêt, je me réserve tout un créneau dans mon studio. Parce que tout ça, là, c'est tourné au même endroit, du coup, dans la même pièce, de moins de 20 mètres carrés, qui est chez moi, insonorisé. Et donc, je fais les décors à chaque fois au même endroit. Hein. Tout est fait au même endroit. Donc, je fais des vidéos d'avance pour pouvoir avoir le temps de tourner celle-là, tout en publiant des vidéos sur la chaîne YouTube. Et là, mon moment préféré, c'est le moment où j'ai tous mes accessoires étalés dans des boîtes. J'ai l'autre partie de mon studio qui est vide, où je tourne. Et je me dis, là, maintenant, il faut que je construise l'univers. Où est-ce que je vais placer les objets? C'est ma partie préférée. Après, tourner... Mais déjà, je suis pas acteur, donc c'est quelque chose. Mais j'aimerais bien, tous ces personnages, les faire remplacer par des comédiens. Hein. Là, c'est plus pratique parce que c'est moi, donc je me suis disponible quand je veux, mais si ça pouvait être joué par des gens différents, avec des timbres de voix différentes, ça serait cool. Mais c'est ma partie préférée. D'autres questions? Oui? Merci. En fait, ce qui m'a poussé à créer ma chaîne YouTube, déjà, c'est le fait que... alors, je suis déjà tombé sur des vidéos ASMR par hasard en 2012. Et pendant 1 an et demi, j'étais juste spectateur. Moi, je m'en sers pour m'endormir plus rapidement le soir. Sinon, jusqu'à 3 heures, j'ai encore les yeux grands ouverts. Donc, je mets ça dans mes écouteurs et je m'endors avec. Et au bout de... En 2014, j'ai passé le bac et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire à la place de réviser? J'ai créé ma chaîne YouTube et je crois que j'ai bien fait de l'avoir faite. Et j'ai commencé à faire les vidéos que j'aurais aimé voir sur Internet, en fait. C'est surtout ça. Et en parallèle, je voulais faire du cinéma. Donc j'ai fait des études de cinéma. Les 3 premières années de ma chaîne YouTube, c'était aussi mes 3 années en école de cinéma. Et ensuite, je me suis mis à temps plein. Donc là c'est les 4 dernières années que vous voyez sur YouTube. Donc tout réuni, boum, ça fait ça. D'autres questions? Non, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne relaxation. Merci. S'il y a des producteurs dans la salle... Il est sur Amazon. Ouais, parce que je l'ai auto-édité. Ah oui, d'accord. Ok. En e-book ou en version papier? Non, non, d'accord. Ok. Ok, très bien. Ok. Je voyais que vous vous intéressiez à l'historique de l'ASMR. Vous êtes remonté à Marcel Proust.